Des sushis. C'est vraiment joli et bien présenté. Esthétiquement, c'est parfait. Les Japonais sont doués pour ça. Mais mangent-ils vraiment les mêmes sushis que nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un vrai sushi japonais? Nous voici à Gobo, dans la baie d'Osaka, dans le sud-est du Japon. C'est ici, sur l'île principale du pays, que serait né le sushi, le plat de restauration rapide le plus sain du monde occidental. Pour Sarah, c'est l'endroit rêvé pour mener à bien sa mission, trouver le véritable sushi japonais. Gobo est une ville portuaire qui vit essentiellement de la pêche. Avant de partir en mer, les pêcheurs honorent leurs dieux, des dieux particulièrement nombreux. En plus de son port, de ses temples et de sa multitude de sanctuaires, Gobo possède une voie ferrée de 8 km. Vitesse maximale des trains, 20 km à l'heure, ce qui laisse le temps d'admirer le paysage. C'est génial. Les Japonais mettent à profit la moindre parcelle de terrain pour planter du riz ou des légumes. Ça sent bon. Sayonara. Dans la banlieue de Gobo se trouve un marché de producteurs. On y trouve des fruits et des légumes locaux, ainsi que du poisson fraîchement pêché. Dites-moi, c'est quoi ces poissons allongés? C'est la première fois que j'en vois. Ce sont des poissons sabres. On les mange grillés avec du sel. Pour l'instant, aucun sushi en vue. Qu'est-ce que vous allez faire de ce poisson? Du sashimi. C'est un poisson de la région? Oui, il a été pêché ici. Il a l'air délicieux. Goûtez-le. Je peux le manger tout de suite? Du sashimi, du poisson cru coupé en fines tranches, à déguster avec de la sauce de soja, mélangée à du wasabi et de fines lamelles de radis. Très bon. Un délice. Une petite photo et c'est reparti. À quoi ressemblent les vrais sushis? Sarah espère trouver quelqu'un qui l'aidera à répondre à cette question. Mais de toute évidence, aujourd'hui à Gobo, l'ambiance est à la fête. En ce début d'automne, les habitants de la petite ville célèbrent l'Akimatsuri. Lors de cette importante fête traditionnelle, on rend grâce aux dieux pour la nouvelle récolte. Avec un peu d'humour, on surmonte la barrière de la langue. Oh, yes! À la fin de la journée, Sarah a déjà appris beaucoup de choses.
notamment qu'au Japon, il existe une multitude de dieux, bien plus que l'Europe n'en a jamais connu. Le lendemain, Sarah se lève tôt pour aller pêcher avec Kazutaka Nakamura. Il fait froid, les températures ont chuté au cours de la nuit. Enchanté, je m'appelle Kazutaka. Bonjour. Tenez, mettez ça. Ah, super. Je dois enfiler ça? Tout? C'est à vous ou à votre femme? À ma femme. Ça m'a l'air très bien. On m'a dit que vous étiez grande. Alors j'en ai prévu un grand. Ça va suffire? Je ne vais pas avoir froid? Dès que le jour va se lever, ça va se réchauffer. Il y a même une jupette. À chaque fois que je suis allée en mer, j'ai toujours porté bonheur aux pêcheurs que j'accompagnais. Vraiment? On va bien s'amuser alors. Je n'ai aucune idée du genre de poisson qu'on va pêcher. La communication est plutôt difficile. Je ne sais même pas quelle sorte de pêche ils pratiquent. À la ligne, au filet, mystère. Ça rend l'aventure encore plus intéressante. Je ne pense pas que les poissons seront plus gros que ça. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'on pêche? Du chinchard. Seulement des chinchards ou d'autres poissons? On pêchera peut-être des maquereaux, mais ils seront petits. Et le chinchard, c'est plutôt un gros poisson ou un petit? En réalité, certaines espèces peuvent atteindre une longueur d'1,70 m. Mais au large de Gobo, les spécimens sont de taille plus modeste. Ils n'en font pas moins partie des poissons carnassiers. Ce sont des appâts pour attirer le poisson. Kazutaka utilise une pâte qu'il fabrique avec de la chair de jeunes crevettes. Une fois lestée, la ligne est envoyée au fond de l'eau. Je déroule encore beaucoup? Jusqu'à ce que ça touche le fond. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on disperse les appâts. Ensuite, l'attente commence. La ligne doit être remontée à un rythme régulier, qu'il soit lent ou rapide. Ça a mordu. C'est un chinchard. Un chinchard? Formidable. Avant, Kazutaka travaillait dans une aciérie. À 40 ans, il a décidé de changer de vie et il a repris l'affaire de son père. Et deux d'un coup. Oh, deux? Franchement, vous exagérez. Kazutaka propose également des chambres d'hôtes et organise des excursions pour les pêcheurs amateurs. Voici un maquereau. On retiendra quand même que c'est moi qui ai attrapé le premier poisson. Kazutaka est le seul pêcheur de Gobo à avoir accepté de prendre une femme à son bord. Si tout se passe bien, il a promis à Sarah un petit déjeuner sur l'eau. Encore un chinchard. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Mais cette fois encore, pas de sushi au menu, seulement des sashimi.
Pourquoi les Japonais mangent-ils autant de poissons crus et aussi peu de poissons cuits? Ça, je ne sais pas. Les poissons crus sont très bons. Asseyez-vous, Sarah. On va manger les poissons qu'on vient de pêcher. Alors? Un régal. Je n'ai jamais mangé de sashimi aussi frais. À terre, Kazutaka va retrouver une cliente qui veut lui acheter du poisson frais pour confectionner les véritables sushis traditionnels. Des sushis tels que personne ne les connaît en Europe. Tenez, c'est pour vous. Merci. Vous faites des sushis traditionnels? Des nare sushi. Des nare sushi. C'est difficile à préparer? C'est un long processus. J'apprends encore. Est-ce que je peux vous regarder les préparer? Oui, volontiers. Venez. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous recevoir. Sarah a rendez-vous demain matin tôt avec Emiko, car pour confectionner les nare sushi dans les règles de l'art, une condition est requise, avoir beaucoup de temps devant soi. La maison familiale se trouve en plein cœur de Gobo. Les ancêtres d'Emiko étaient des femmes et des hommes influents. Et aujourd'hui encore, les Shibamoto font partie de l'élite de la ville. Sarah-san. Ici, on accorde une grande importance aux traditions, à la courtoisie et au savoir-vivre. Sarah est donc accueillie par 3 générations de Shibamoto, Emiko, son fils et sa belle-mère. Les 2 maîtresses de maison ont revêtu la tenue traditionnelle. L'art ancestral d'ajuster le kimono n'a aucun secret pour elles. Car sans kimono, pas de nare sushi. Un kimono comporte au moins 12 accessoires. Manches, différentes parties du corps et col. Sans aide, impossible de l'enfiler correctement. Tous les kimonos font la même taille. Ce n'est qu'au moyen d'un habile pliage qu'ils s'adaptent à chaque corpulence. Qu'elle soit petite ou grande, mince ou dodue, chaque femme peut porter un kimono. Le vêtement traditionnel exige aussi une attitude et une coiffure adaptées. Génial. Vous êtes toutes belles. Un petit sourire. Il est temps de passer à la fabrication des fameux nare sushi, dont l'ingrédient principal est évidemment le poisson cru. Bonjour. Bienvenue dans ma cuisine. Ça sent bon le maquereau. Les filets de poisson marinent dans le sel pendant 2 semaines avant d'être simplement passés dans du vinaigre de riz. Cela permet d'enlever facilement la peau, une étape indispensable. Tout doucement.
Deuxième ingrédient incontournable, un riz rond bien collant. Il est d'abord cuit, puis mis en forme. Le riz a l'air extra. Ce sont des moules à riz. On met le riz dedans et on appuie avec ça pour bien le tasser. Puis on pose le riz sur la feuille. Les nare sushi ne doivent pas seulement avoir bon goût. Il faut aussi que leur aspect soit parfait. Le riz est donc disposé exactement au milieu des 2 feuilles de bambou avant de placer le poisson de façon tout aussi précise. Le tout est ensuite soigneusement emballé. La beauté est une question de précision et la précision une affaire de volonté. Appuyez plus fort, encore. Encore. Courage. Oui, ça ira comme ça. Et voilà des sushis parfaitement empaquetés. Vous faites des nœuds bizarres. Pour finir, les nare sushi sont placés dans une caisse, elle-même entreposée à la cave. Car pour les déguster, il faut s'armer de patience. Et maintenant on presse. Au bout de 3 jours, ça devient du ayanare, du nare rapide. Au bout d'une semaine, du chunare, du nare à moitié. Et après 10 jours, du honnare, du nare intégral. Ça fermente petit à petit. Et donc on laisse les sushis là-dedans jusqu'à ce qu'ils soient un peu avariés. Et c'est là qu'ils sont les meilleurs? Les connaisseurs aiment les narets bien faits. Leur goût se rapproche de celui du fromage. Pour l'instant, Sarah a le sourire. Mais bientôt, les sushis frais seront rejoints sur la table par les délices qui fermentent lentement à la cave. Leur fumée ferait monter les larmes aux yeux des dieux et donne des palpitations à Tsuyoshi Shibamoto. On les sent. Les nare sushi, ça sent jusqu'ici. Pour Tsuyoshi Shibamoto, plus l'arôme des nare sushi est fort, meilleurs ils sont. Ils auraient vu le jour au Moyen-Âge en guise de paiement des impôts à l'empereur. Le premier nare sushi a 3 semaines. 1 semaine, 3 jours, et le dernier est de la veille. Sans hésiter, Tsuyoshi Shibamoto choisit les nare sushi de 3 semaines, les plus fermentés. Plus prudente, Sarah préfère s'en tenir à ceux de la veille. Très bon. Vous arrivez à le manger? Oui. Oh, il y a du gingembre dessous. Oui, des lamelles de gingembre. J'aimerais quand même goûter le dernier. Après 3 semaines passées à la cave, poisson et riz ont atteint leur pleine maturité. Ces sushis sont les plus traditionnels qui soient. L'odeur est terrible. Elle a réussi. C'est bon, n'est-ce pas? C'est meilleur que l'odeur ne le laisse supposer. Je ne voudrais manger que ça. Les personnes qui disent qu'ils aimeraient manger des sushis traditionnels, je leur propose de venir ici, de les goûter et puis de me le répéter les yeux dans les yeux. La 3e journée à Gobo touche à sa fin. Sarah est enfin parvenue à remonter aux origines des sushis. La leçon du jour, les sushis ne sont rien de plus que du riz froid et fermenté. On y ajoute ensuite un autre ingrédient,
le tout peut être consommé le soir ou bien le matin au petit déjeuner. Au début, le riz était uniquement complété par du poisson. Plus tard, des variantes à base de tofu, d'œufs, de légumes ou d'algues ont été créées. Jadis, on appréciait les sushis bien fermentés. Aujourd'hui, on les préfère frais. Sarah se rend à l'intérieur des terres, direction la montagne, où les kakis arrivent à maturité. Les plaques miniers peuvent atteindre 10 mètres de haut et ne sont pas sans rappeler le pommier. Leurs fruits, les kakis, aussi appelés plaques mines, ont la taille d'une tomate. Ici, ils sont récoltés en octobre ou novembre par Tomiko Shimobayashi et son mari. Bienvenue chez nous. C'est bien. Vous avez trouvé le chemin. Je m'appelle Tomiko. Enchantée. Moi aussi. Et voici mon mari. Enchanté. Dites-moi tout ce qu'on peut savoir sur les kakis. Comptez sur moi, même si je ne suis pas très compétente. Je peux vous aider à les cueillir? Bien sûr. Laissez vos affaires ici. Je vous en prie. Merci. De rien. Faites attention aux ciseaux. Nous allons couper les kakis avec. D'accord. Et comment je sais quel kaki je peux cueillir ou pas? Quand ils sont rouges, c'est qu'ils sont mûrs. Oui, il faut prendre les rouges. Celui-ci est mûr et celui-là non. Je vous laisse faire. Je vais essayer. Je vois que certains sont recouverts d'une pellicule blanche, une sorte de pourriture noble, je dirais. Ceux qui sont recouverts d'une poudre blanche se vendent à un très bon prix au marché. Et cette poudre blanche, elle conserve les kakis frais plus longtemps, j'imagine. C'est une garantie de fraîcheur. Et frais, ils rapportent beaucoup plus. Quand ils sont rouges, c'est meilleur. Je ne connais que les kakis d'Europe. Ils ne sont comestibles que lorsqu'ils sont très mous et que la chair s'enfonce sous le doigt. Ceux-là sont durs. À première vue, je dirais qu'ils sont loin d'être à maturité. Les kakis japonais mûrissent sur l'arbre et pas en voyageant dans des caisses. C'est pour ça qu'ils sont bien meilleurs. Même si la chair n'est pas très tendre, ils sont très goûteux. Le kaki n'est cultivé que dans 10 pays au monde, surtout en Chine, en Corée et au Japon. On lui attribue de nombreuses vertus curatives. Il est réputé pour fortifier l'estomac, lutter contre la diarrhée, il facilite le drainage et, encore vert, permettrait de faire baisser la fièvre et la pression sanguine. Pour couronner le tout, il porterait chance. Je le mange avec la peau. C'est un peu le goût de rose. Ça sent très bon. Délicieux. Dites-moi, parler la bouche pleine, ça ne se fait pas en Allemagne. Et chez vous, c'est mal poli également? Non? J'ai le droit de parler la bouche pleine alors. Si ce n'est pas vrai, tous les autres Japonais vont se moquer de moi. Non, on ne parle pas la bouche pleine. Ce n'est pas élégant. Au Japon, on dit que c'est le fruit des dieux offert aux hommes.
Tomiko a mis au point sa propre recette à base de kaki et de riz. Avec d'autres villageoises, elle a fondé une association qui perpétue la tradition du kaki. Ici, on discute ensemble, on cuisine ensemble et tout le monde porte le même tablier. Je vous présente Rika-chan. Notre tablier. Je vais vous aider à le mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Une bonne alimentation pour tous, c'est notre but. Super. Parfait. Je vais nous prendre en photo. Je peux voir? Oui, bien sûr. Ah, c'est du riz rond. Mais il n'est pas poli, c'est ça? Non, mais on va le faire maintenant. 3 tasses. La première fois, on le rince juste pour enlever la saleté. Dans l'eau froide. On égoutte et on le polit tout doucement. Que se passe-t-il si j'y vais trop fort? Le riz va s'écraser. Ah, je risque d'abîmer les grains de riz. Après polissage, le riz est d'une blancheur éclatante. Il est alors placé dans le cuiseur avec de l'eau fraîche. On compte 2 mesures d'eau pour une de riz. Puis il est temps d'accueillir les membres de l'association des kakis. Les fruits sont coupés et évidés. De fines lamelles de concombre et de kaki sont cuites à la vapeur. On ajoute ensuite les pousses de soja. Le plat est dressé avec précision et habileté. C'est normal que le riz brunisse un peu? Oui. Le riz est aéré, puis arrosé d'une bonne rasade de vinaigre de kaki. L'air frais le fait refroidir plus vite. Il faut bien mélanger sans l'écraser. Sinon, ce n'est pas bon. On ajoute les légumes et les kakis. Et comment s'appelle ce plat? Kaki shirashi sushi. Ah, c'est aussi du sushi? Oui. Je ne savais pas. Eh oui, le sushi, ce n'est pas seulement du riz roulé ou moulé en forme de rectangle. Il peut aussi être déposé tel quel dans l'assiette du moment qu'il est froid et fermenté. Succulent. Vous tenez bien vos baguettes. Oui, j'ai pris des cours. Avec le kaki shirashi sushi, on boit du vinaigre de riz, dilué avec de l'eau, bien entendu. Kanpai. Kanpai. C'est bon pour la digestion, n'est-ce pas? Pour la beauté aussi. Alors on remet ça. Après 4 jours à Gobo, voilà ce qu'il faut retenir. Le vinaigre de riz rend belle. Les kakis sont bons pour la santé. Et au Japon, on ne parle pas la bouche pleine. Mais pourquoi préfère-t-on manger le poisson cru? Le mystère reste entier. Et pourquoi la sauce de soja suffit-elle à l'accommoder? Et d'ailleurs, d'où vient cette sauce? Sarah a rendez-vous avec Koshi Teranishi, un célèbre cuisinier de Gobo
qui lui a promis de répondre à ses questions. Bonjour. Sarah. Koshi Teranishi, enchanté. Je suis ravie que vous me preniez sous votre aile. C'est un plaisir. Je vais vous emmener faire les courses. Super. Koshi Teranishi est le chef le plus réputé de Gobo. Sa spécialité, les sashimi, des tranches de poisson cru que la plupart des Européens considèrent comme des sushis. Et il sait où trouver la meilleure sauce de soja. Bonjour. Voici Sarah, elle vient d'Allemagne. Enchanté. Sarah. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Il paraît qu'au Japon, tu es le dernier à fabriquer la sauce de soja de façon traditionnelle, selon les méthodes ancestrales. Oui, et c'est moi qui m'occupe de tout. De la production à la commercialisation, tout est fait maison. Chez Keisuke Nomura, les graines de soja et le blé sont d'abord mis à tremper dans de l'eau, puis séchés pendant 5 heures au feu de bois. Ils sont ensuite mélangés à de l'eau salée et à une moisissure appelée koji, dans une barrique. Le mélange fermente durant 2 étés et doit être brassé tous les jours. Enfin, la masse est versée dans de petits sacs. Puis les sacs sont pressés, ce qui permet d'extraire la sauce. Celle-ci est encore chauffée à 85 degrés sur un feu de bois avant d'être filtrée et mise en bouteille. En 300 ans, rien n'a changé à sa fabrication. Le parfum est beaucoup plus léger. La couleur est également beaucoup plus claire que la sauce de soja habituelle. Un délice. J'ai toujours dans mon sac un flacon de sauce de soja. Quand je mange quelque chose de bon, j'utilise ma sauce. Rapproche-toi un peu. En plus d'une excellente sauce de soja, Koshi Teranishi a besoin de l'ingrédient principal des sashimi, le poisson frais. Il va lui-même le choisir tous les jours dans les viviers du port. Je voudrais ce calmar, s'il vous plaît. Le calmar est une étrange créature. Il change de couleur en l'espace d'une seconde. Quand on le tue, il devient transparent, puis blanc. Quand il se tient sur ses gardes dans la mer, il est noir. Mais quand il nage en toute tranquillité, il est blanc. Avant, il avait peur, et donc il était noir. Mort, il redevient blanc. Mais un calmar ne suffit pas à constituer un plat de sashimi digne de ce nom. Oh, la belle dorade! Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les nerfs qui sont au milieu du poisson. Cela retarde le processus de décomposition. Nous, les Japonais, nous aimons les poissons crus très frais, à la chair bien ferme.
Voici mon assistant. Il va nous aider en cuisine. On commence par écailler la dorade avant de passer à l'instrument le plus important de la cuisine japonaise, le couteau. Koshi, il t'a fallu combien de temps pour apprendre à cuisiner? Il faut compter plus de 10 ans. Je n'ai jamais levé des filets de poisson avec ce genre de couteau. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Non, ça va aller. Et pourquoi vous utilisez un couteau aussi lourd pour lever des filets? Il n'est pas assez précis. C'est le poids du couteau qui aide à couper le poisson. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la force. Le couteau a un seul côté tranchant, mais il est très affûté. On coupe en glissant la lame du couteau sur l'arête. Il faut plusieurs années d'entraînement, rien que pour apprendre à manier ce couteau. Le calmar est vidé, puis débarrassé de sa peau. Il est ensuite épongé avant d'être marqué de nombreuses petites incisions qui vont le rendre aussi fondant que du beurre. Tout un art. C'est bien comme ça. Dans la cuisine japonaise, on tranche en dessinant une courbe dans la chair avec le couteau. Chaque coup de couteau doit être parfait. Tu fais ça bien. En quoi la cuisine japonaise se distingue-t-elle des autres? Avant tout, nous respectons le produit. Et nous mettons tout notre cœur dans la préparation des plats pour offrir un excellent repas aux clients. Comment la sauce de soja, qui est très salée, s'accorde-t-elle avec la cuisine japonaise? La sauce de soja fait partie des habitudes alimentaires des Japonais. Ils aiment les produits fermentés. Sans la sauce de soja, c'est triste. Mais il ne faut pas en abuser. On en mange avec les sashimi, mais juste pour parfumer, avec parcimonie. Le poisson s'accompagne de radis, coupés aussi fins que du papier. Combien de temps il vous a fallu pour maîtriser cette technique? 3 ans. J'imagine. Vous voulez essayer? Attention, c'est dangereux. Et là, on voit bien que Miss Wiener n'est même pas restée 1 an au Japon. Les fines tranches de radis sont découpées en étroites bandelettes. Un petit monticule de radis est disposé artistiquement dans l'assiette. Puis une feuille de shiso pour agrémenter. S'ajoute la dorade finement découpée et le calmar fondant. Un peu de décoration avec des fleurs et des filaments de carottes, une touche de wasabi, et voilà l'assiette de sashimi terminée. Bravo! Reste à ajouter la sauce de soja. Qu'est-ce que Nomura vient justement la livrer? Merci pour l'invitation. Il est accompagné de sa mère. Voici les sashimi. Et voilà comment on déguste les sashimi.
Mettez du wasabi, mais ne le mélangez pas à la sauce. Certains mélangent les deux, il ne faut pas. Ça tue le goût de la sauce de soja. C'est vrai. Et le goût du wasabi se perd dans la sauce. Maintenant, je comprends l'assemblage des différentes textures avec ces arômes de poisson et cette sauce de soja. C'est divin. J'en suis ravi. Merci beaucoup. Le plat s'accompagne de saké, à consommer avec modération. Il est temps pour Sarah de dire au revoir à Gobō. Ces journées ont été riches en rebondissements et en découvertes. J'ai appris beaucoup de choses sur la cuisine et la mentalité de ce pays, et aussi sur le savoir-vivre à la japonaise. Maintenant, il va falloir digérer tout ça. Sayonara.